On sait aussi que H. Butler travaille et joue sur les frontières entre les êtres vivants. Les protagonistes de ses romans sont à la frontière de l'humain et de l'animal, de l'humain et de la machine. Dans la série Xénogenesis, une série qui va de 87 à 89, elle décrit des extraterrestres technologiquement très avancés qui peuvent être mâles, femelles ou neutres, les Ouloi, et qui pratiquent l'élevage interespèces. Alors, Donna Haraway, historienne des sciences, spécialiste des homidés, théoricienne du féminisme cyborg, a largement fait référence à Octavia Butler dans le manifeste cyborg. Et c'est pour ce lien fort avec Haraway que nous avons fait appel à Elsa Dorlin. Elsa Dorlin, je vous invite à nous rejoindre. Alors, Elsa Dorlin est professeure de philosophie politique et sociale à l'Université Paris 8, co-autrice de Penser avec Donna Haraway, une introduction à l'œuvre de la philosophe et primatologue américaine, qui se propose de penser avec elle des politiques d'articulation inédites entre humains, animaux et technologies. Ce qui nous intéressait également, c'était votre travail sur le Black Feminism. Et donc, vous avez dirigé l'anthologie Black Feminism, anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, qui retrace à travers une sélection d'articles fondateurs l'histoire et les principaux enjeux thématiques du mouvement féministe noir américain. Vous avez également co-dirigé La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française. Et votre dernier ouvrage, Se défendre, une philosophie de la violence, est paru l'année dernière en 2017. Donc dans cette séance, on avait imaginé que vous reliriez la figure du cyborg détournée par Donna Haraway au Black Feminism. Voilà, alors j'ai 3 petits mots peut-être sur le Black Feminism, mais vous m'en parlerez sûrement beaucoup mieux que moi, mais je commence quand même. Donc, dans l'introduction de l'anthologie, vous précisez que le Black Feminism est surtout un courant de pensée politique qui a défini la domination de genre sans jamais l'isoler des autres rapports du pouvoir, à commencer par le racisme ou le rapport de classe. Et c'est ce point de vue qui donne lieu à des luttes, à une appréhension des rapports de force et à une construction de l'identité politique et féministe différente de celle des autres groupes. Voilà, donc je vous laisse la parole. Et merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment à vous et merci beaucoup pour la performance. Donc oui, je vais repartir effectivement du manifeste Cyborg de Donna Haraway. Et ce qui m'a intéressée, c'est de vraiment montrer à quel point... Enfin, il ne s'agissait pas vraiment de faire un pont avec le féminisme africain-américain et ce texte, mais de vraiment montrer comment le manifeste en fait, s'inscrit dans un moment de l'histoire de la pensée féministe et des mouvements féministes où il y a une sorte de co-génération, de coalition extrêmement forte politiquement et théoriquement entre tout un corpus du féminisme chicana, africain-américain, caribéen, et la réflexion à ce moment-là du féminisme marxiste, matérialiste, que représente Haraway. La date à laquelle est publié le manifeste Cyborg, en 85, ça marque aussi une période où entre 1983, 1982, 1986, on a la publication de textes absolument cruciaux dans la théorie féministe. Il y a notamment le texte de Gayatri Spivak, il y a le texte de Audre Lorde, Sister Outsider, l'article très important de Chandra Mohanty, Under Western Eyes, qui est sur vraiment la question de la nécessité d'une décolonisation du féminisme. C'est aussi la période, par exemple, où Judith Butler va soutenir sa thèse en 86. Donc, c'est vraiment une période d'émulation très importante. Et le manifeste Cyborg, en fait, Haraway va l'ouvrir comme un texte qui est complètement un ovni, qui est un texte qui ne ressemble à aucun autre et qui, d'ailleurs, marque durablement. Alors, elle annonce d'emblée la couleur parce que l'enjeu de Haraway, c'est de montrer, en fait, quand même de restaurer la dimension tragique dans laquelle la politique féministe, la théorie féministe se trouve
le féminisme est dans une impasse. Et il est dans une impasse parce qu'au fond, il n'y a plus une charge proprement révolutionnaire du féminisme en raison des apories au fond des identités et notamment du sujet politique du féminisme, nous les femmes. Et qu'est-ce que veut dire ce nous et qui sont ces femmes qui parlent au nom de toutes les autres, etc. Elle va faire un texte qui est une sorte de pavé dans la mare, je dirais, mais qui a aussi une volonté à la fois de poétique et de politique. Donc, c'est-à-dire de produire, en fait, de performer une sorte de mythologie politique qui va venir réveiller, au fond, le féminisme. Donc, il est toujours d'actualité, en fait, 33 ans après ce texte, puisqu'on peut considérer qu'une partie des apories dans lesquelles se trouvait alors et la théorie et la pratique féminisme, eh bien, une partie du féminisme n'en est pas sortie. Donc, elle se place à la croisée, au fond, du socialisme, du matérialisme et du féminisme. Et son propos va être vraiment, évidemment, de faire naître la figure du cyborg, mais d'inscrire ce cyborg dans une généalogie vraiment qui est celle du féminisme africain-américain, chicana et caribéen. Et en fait, Haraway va venir puiser, s'enraciner dans ce corpus et s'associer, en fait, se positionner comme une penseuse compagne de ce corpus. Alors, la façon dont elle commence l'enjeu, au fond, par rapport à cette figure du cyborg qu'elle va construire, c'est de dire à quelles conditions, au fond, l'expérience vécue de la domination masculine et sa politisation dans le féminisme africain-américain est au cœur d'une réflexion absolument nécessaire, parce que la façon dont le féminisme africain-américain a politisé cette expérience vécue de la domination, et ben cette façon de le penser, de le vivre, a créé un certain nombre de mythes dont nous avons besoin pour lutter. Donc la politique ne peut pas se faire sans mythes, et toute la culture du féminisme africain-américain a produit des mythes politiques, une poétique de la libération et de la révolution, dont Haraway va prendre exemple. Donc l'idée du manifeste, c'est d'abord Haraway part d'une analyse marxiste. Et elle va faire cette analyse marxiste dans les règles de l'art. Pour Haraway, le problème du féminisme et de la lutte féministe, c'est que la lutte s'opère à partir d'une analyse complètement erronée de nos conditions matérielles, de nos conditions matérielles d'existence. C'est-à-dire que le féminisme a une analyse des mécanismes de la domination qui porte sur un mécanisme qui est obsolète. La domination ne fonctionne plus comme ça, mais le féminisme continue à lutter contre une mécanique obsolète qui n'a plus lieu d'être, qui relève de la modernité, on pourrait dire, pour aller vite. Donc l'analyse que fait la plupart de la pensée ou des pratiques féministes, c'est une analyse qui va viser l'idée selon laquelle la domination fonctionne par dichotomie et par opposition. Homme, femme, nature, culture, machine, corps, etc. Or, cette analyse de la mécanique de la domination, pour Haraway, elle n'a plus lieu d'être parce que la domination ne fonctionne plus comme ça. Et donc, il faut revenir à une analyse qui est au plus près des conditions matérielles d'existence dans lesquelles nous sommes, en fait, dominés. Et ce que dit Haraway, c'est que c'est un moment crucial parce que si on continue en fait de lutter contre, au fond, quelque chose qui n'existe plus ou contre un système qui est obsolète, en fait, c'est un excellent moyen pour épuiser la lutte féministe. Vous luttez contre quelque chose qui, au fond, est de l'ordre du passé. Et c'est pour ça que Haraway va s'opposer très fortement en fait, à l'ensemble du féminisme qui est considéré comme technophobe et qui considère que Haraway est technophile, c'est-à-dire l'ensemble de la pensée féministe qui considère qu'aujourd'hui, finalement, il faut mettre à l'écart la technologie, que la technologie opprime le corps des femmes, que c'est un dispositif vis-à-vis duquel il faut garder une sorte d'intégrité et créer des coalitions avec l'ensemble des catégories opprimées qui ont été historiquement ramenées à la nature. Donc, dans une certaine mesure, il y a tout un pan du féminisme dit technophobe pour aller vite, mais qui prône quand même une coalition, même en utilisant un certain nombre de politiques
et de poétique liées au paganisme, qui veulent créer des coalitions entre les êtres naturels, les animaux, l'ensemble des êtres et des catégories qui ont été ramenés à la sauvagerie, la naturalité, etc. Mais Haraway considère que cette idée d'un retour à la nature contre la technologie, en fait, c'est trop tard. Et c'est trop tard, non seulement parce que la domination ne fonctionne plus comme ça, mais que de toute façon, il n'y a plus de nature pure et qu'il n'y a plus de corps. Enfin, on ne peut plus récupérer, revenir à l'intégrité d'un corps. Donc, ce qu'explique Haraway, c'est que nos conditions matérielles d'existence sont déjà dans des formes d'impureté radicale, d'hybridité, qu'il n'y a plus de pureté entre l'organique et le technologique, qu'il n'y a absolument plus de pureté entre ce qui relèverait finalement de la chair et ce qui relèverait de la machine, et que nos corps sont déjà en fait dans une hybridité, et c'est à ce titre en fait qu'ils sont d'ailleurs exploités. Donc ce qu'elle explique, c'est que si on maintient au fond, si on maintient des frontières entre la nature et la culture, le corps et la machine, la catégorie homme et femme, en fait, on lutte contre quelque chose qui relève d'un fantasme, mais surtout qui ne correspond plus du tout à ce que nous sommes nous-mêmes. Donc, à partir de là, Haraway va développer en fait la figure du cyborg comme ce qui, non pas représente d'ailleurs, dit Haraway, c'est très beau, mais elle dit ce qui simule notre propre condition existentielle. Et nous sommes cyborgs. Haraway dit c'est notre état ontologique, c'est notre existence. Et effectivement, si on prend de façon même des exemples, on va voir après Haraway ce qu'elle va mobiliser, mais si on prend au fond des exemples assez prosaïques, en fait, nous sommes déjà des dérivés d'organismes et de technologies. Nous avons incorporé des technologies, nous sommes un mixte de chimie de synthèse et de production dite naturelle d'une chimie, etc. Cette chimie même n'est jamais pure. Nous sommes dans un mélange de cellules avec d'autres espèces, avec d'autres êtres. Les identités, en fait, nous sommes des corps qui n'ont plus vraiment de limites exactes, mais nous avons des extensions technologiques, nous incorporons de la technologie. Nous sommes complètement, en fait, déjà dans des formes de mutation. Et à partir de là, ce qu'explique Haraway, c'est que l'idée du féminisme, au fond, c'est de prendre acte de cette situation ou de cette condition cyborg et d'opérer une sorte de révolution par rapport, enfin, de produire de la politique à partir de cette situation. Mais ce qui m'a intéressée tout particulièrement, c'est qu'il ne faudrait pas entendre que, au fond, Haraway considère que la figure du cyborg n'appartient à la dernière phase du capitalisme ou du dispositif, ce qu'elle appelle militaro-scientifique capitaliste. C'est-à-dire que le cyborg n'est pas une invention, l'émergence d'une situation la plus récente en fait, du capitalisme. Ce qu'explique Haraway, c'est que le cyborg n'a pas d'origine. Par exemple, elle distingue très clairement le cyborg, la figure du cyborg telle qu'elle va la politiser avec la figure de Frankenstein, où elle dit il n'y a pas de retour, le cyborg ne demande rien, il ne veut pas réintégrer l'humanité. Au contraire, le cyborg, en fait, n'est rien. Il n'a plus de genre, il n'a plus d'identité, il est dans une forme d'irrévérence absolue par rapport à ses créateurs, etc. Mais ce qu'elle explique, c'est que le cyborg n'est pas le produit des technologies les plus contemporaines, mais que le cyborg s'inscrit dans une histoire des technologies politiques. Et qu'en cela, nous pouvons faire la généalogie du cyborg. Et quand Haraway dit « nous sommes tous cyborgs », au fond, c'est à partir de là qu'elle va justement puiser dans le corpus et dans l'histoire du féminisme africain-américain, dans le corpus de la pensée africaine-américaine et caribéenne, pour montrer ce qu'ont identifié les féministes africaines-américaines, chicanas ou caribéennes, c'est que dès la période notamment de la colonisation, la production de corps et d'individus mutants était déjà opérée.
Et dans un autre texte, pour peut-être éclairer ce point, un texte de 91 qui s'appelle Ecce Homo, Haraway va prendre la figure mobiliser Sojourner Truth. Sojourner Truth, c'est une très très grande militante africaine-américaine pour les droits civiques et contre, pour l'abolition et ensuite pour les droits civiques, etc., qui, à la fin du 19e siècle, a une convention féministe très importante. Elle est ancienne esclave, elle a fui, elle s'est libérée elle-même, elle monte à la tribune, elle milite contre l'esclavage et pour les droits. Et elle va monter à la tribune, elle va montrer ses bras et elle va dire, voilà, moi j'ai élevé mes enfants plus les enfants de mes maîtres jusqu'à épuisement. J'ai été assignée à couper la canne des heures et des heures par jour et par nuit, quitte à me blesser jusqu'au sang les mains. J'ai nourri mes proches, etc. J'ai vu mourir les miens. Et elle montre ses bras et elle dit « Et pourtant, ne suis-je pas une femme ?» Parce qu'il s'agit d'une convention pour le droit des femmes et qu'à ce moment-là, en fait, l'enjeu, c'est que finalement, c'est pour le droit des femmes blanches qui sont seules considérées comme des femmes pures. Et les femmes noires ne sont pas finalement, n'appartiennent pas à cette définition dominante de la féminité qui est par définition blanche, bourgeoise, etc. Donc, dans tout ce débat à la fin du 19e siècle aux États-Unis sur faut-il donner les droits de vote aux femmes, faut-il donner le droit de vote aux hommes, aux esclaves, pardon, il y a évidemment une catégorie qui est complètement inexistante, c'est les femmes noires. Et donc Sojourner Truth arrive et dit « Ne suis-je pas une femme ? Ne suis-je pas une femme ?» Effectivement, elle n'est pas une femme. Dans l'encodage du système dominant, elle n'est pas une femme. Et Haraway reprend la figure de Sojourner Truth pour la faire comme une sorte de précédent au cyborg. Finalement, la situation et la condition matérielle d'existence des femmes africaines-américaines en esclavage, la division sexuelle et raciale des corps dans le système esclavagiste font que la domination a déjà produit des individus qui sont complètement outils de travail, non humains, vie et déjà mort, inscrits dans le passé et jamais vivants ici et maintenant, qui sont épuisés, qui n'ont ni genre, qui n'ont ni couleur dans une certaine façon, puisqu'ils ont juste une forme de marque que ce sont des corps tuables, etc., etc. Il y a toute une réflexion sur cette idée que, par exemple, dans l'esclavagisme, on peut retrouver l'idée de formes mutantes, en fait, que la déshumanisation, eh bien, c'est sorti un certain nombre de populations de l'humain et qu'à partir de là, les résistances ont dû forcément créer des mythologies post-humaines. Et donc, dans cette projection en fait, d'un post-humanisme, ni femme, ni homme, corps qui est à la fois ici et ailleurs, corps qui porte en fait aussi une chronologie qui est celle du passé, de l'afrodescendance. Enfin, par exemple, toute la question de l'afrodescendance, c'est le passé qui est ici, que je porte, dont je suis là, mais c'est aussi, par exemple, toute la question de l'impossibilité d'être assigné à une identité. Et à partir de là, dans le manifeste Cyborg, Haraway va mobiliser et le féminisme africain-américain et le féminisme chicana. Et elle va prendre notamment une expression, elle va utiliser l'œuvre de Sheila Sandoval, qui est une féminisme chicana très importante. Et Sheila Sandoval, elle a toute une réflexion dans le féminisme chicana avec Gloria Andalzoa, par exemple, sur la conscience métisse, sur la situation métisse. Et elle dit, nous ne sommes ni hommes, ni femmes, ni ici, ni là-bas. Nous sommes entre les deux frontières, nous sommes entre deux langues. Nous n'avons ni passé, nous avons tous les passés. Nous pouvons ouvrir à tous les futurs. Je ne peux jamais dire qui je suis parce que je suis plusieurs, etc. etc. Donc là, la question de la conscience métisse, par exemple, elle est déjà dans des formes de poétique post-humaine, enfin déjà cyborg, qui préfigure le cyborg. Et ce que prend Haraway, c'est que Haraway, au fond, considère que réinvestir ce qu'elle va identifier, enfin ce qu'elle va unifier dans la figure du cyborg, c'est une poétique et une politique révolutionnaire qui est celle de la coalition. Parce que nous sommes rien, parce que nous sommes à la fois ici et maintenant, parce que finalement le passé est là et nous pouvons inventer tous les futurs.
Il n'y a pas de retour à l'identité possible, il n'y a pas de projection. Au contraire, il faut éclater de façon, dans une forme de mutation permanente pour se rendre inassignable. Et l'idée, en fait, c'est d'être que la seule politique viable, c'est une politique de coalition. Et ça, elle le prend à Sheila Sandoval, parce que Sheila Sandoval a une expression très importante. Elle parle de conscience oppositionnelle. Elle dit, dans le féminisme, nous n'avons plus besoin de sujets politiques unifiés, de sujets politiques nous, les femmes, ou nous, quelque chose. Parce que tout le problème du nous, c'est qu'il doit être fondé, quelque part, dans une identité. Et quand il n'y a pas d'identité, quand l'identité est déjà complètement fractionnée, et qu'il faut politiser cette condition d'existence, alors on ne peut pas se fonder. Et par conséquent, quand on parle de conscience oppositionnelle, c'est pas l'idée, c'est l'idée que le mouvement, que nous sommes dans des formes de conscience oppositionnelle. Je suis déjà à la fois ceci et pas encore cela. Enfin, il y a une dimension, je ne sais pas si... Pour moi, les ramifications et les échos sont très importants, par exemple avec l'œuvre de Fanon, et cette idée du plus tout à fait noir et pas encore blanc, je suis damné. La figure de la damnation, par exemple, chez Fanon, est encore en écho avec le cyborg. La figure de la conscience métisse est un écho au cyborg. Et la créolité chez Glissant, le discours antillais, c'est aussi une préfiguration de cette conscience oppositionnelle. L'idée, en fait, c'est que nous sommes une conscience oppositionnelle à l'intérieur de nous. Et du coup, c'est cette opposition qui produit de la projection, qui produit du mythe, qui produit du récit. Parce que je ne peux jamais dire que je suis toujours et en même temps une femme. Je ne peux jamais dire toujours et en même temps que je suis métisse, d'où je viens, comment je suis, quelle est ma généalogie, ma descendance, mon futur, etc. Je ne peux jamais dire que je suis purement corps, purement organique, purement chair. Je suis déjà mutant, enfin, etc., etc. Donc c'est toute cette figuration qui fait du cyborg, encore une fois, non pas le produit d'une technologie, bien sûr c'est le produit d'une technologie capitaliste, mais c'est pas seulement ça. Haraway, en fait, oppose le cyborg de Star Wars et le cyborg tel qu'elle va le politiser. Le cyborg de Star Wars, et je finirai là-dessus, c'est une sorte de fantasme d'un capitalisme hétérosexuel, blanc, occidental, qui a fait une sorte, qui a créé, en fait, qui a réussi à se reproduire lui-même dans un cyborg et qui va inventer un mythe qui va effrayer tout le monde en disant un jour les machines prendront le pouvoir. Mais c'est comme si c'était une sorte de... c'est très intéressant ce que Haraway explique. C'est un petit mâle blanc hétérosexuel qui pleure parce que son fils a quitté la maison et qu'il est devenu adolescent, enfin qu'il est en crise d'adolescence et qu'il quitte la maison et qui devient ingrat. Donc quand les machines prendront le pouvoir, c'est les fils de cette hégémonie occidentale qui seront dans des processus d'ingratitude. Et Haraway dessine une autre généalogie qui n'est pas du tout celle-là. Quand elle parle de cyborg, c'est l'inscription dans une histoire des logiques de la domination moderne qui émergent avec l'esclavage et la colonisation et qui ont déjà créé, par des processus de déshumanisation, des unités qui sont éclatées, inassignables, qui n'ont pas d'identité, qui sont dans des formes justement de déshumanisation, de non-humanité et donc de non-catégorisation possible, et que c'est dans le creuset de cette condition qu'il a été possible pour l'ensemble de ces praxis de produire des politiques et des poétiques post-humanistes, de dire parce que nous sommes en dehors, ou en tout cas parce que nous sommes à la fois dedans et dehors, en fait, il est possible de préfigurer d'autres conditions d'existence. Donc, voilà. En fait, vous parliez juste de Star Wars comme cette idée de préfiguration de soulèvement des machines. Quand on a fait les recherches et qu'on a essayé aussi de compiler un peu les ressources, il y avait aussi ce livre de Louis Schutzhocke où il suggère que peut-être cette première fois où émerge cette idée du soulèvement des machines, c'est dans le livre de Samuel Butler, dans Erevan.
et qui était Samuel Butler, qui était lui-même un colonialiste, et que peut-être en fait la crainte ultime c'était le soulèvement en réalité des esclaves dans les plantations, et que c'est ça qui faisait peur, et que en fait on retrouve enfin aussi cette idée du robot, pas que du cyborg, dans ces mythes également. Enfin, je voulais juste mais complètement, c'est exactement et la problématique, elle est déjà enfin, elle est présente chez Haraway, parce qu'en fait, elle a vraiment cette espèce de double face du cyborg, qui est à la fois évidemment le pur produit du capitalisme, mais qui en même temps s'inscrit dans la conséquence d'une technologie de pouvoir qui est liée à la division sexuelle et raciale du travail, qu'elle enracine vraiment dans la division sexuelle et raciale du travail telle qu'elle a été mise en place dans les systèmes esclavagistes. Et elle montre comment le cyborg, en fait, c'est pour ça qu'il faut l'investir politiquement, parce qu'il a toujours été une figure à la fois de l'héritage, enfin le pur produit du capitalisme et du sexisme et du racisme. À chaque fois, évidemment, pour Haraway, il faut mettre les trois ensemble. Et en même temps, une figure qui a suscité des fantasmes d'adoration, de crainte, etc., par ce système de domination lui-même. Donc, c'est très intéressant de voir que, à la fois, il est le fils prodige, enfin, le fils au sens ou l'enfant prodige, plus exactement, il n'est pas genré, justement, elle le dit bien, il n'a pas de genre. Il est l'enfant prodige, et en même temps, l'enfant qui va être dans une forme d'ingratitude absolue, parce que c'est l'enfant que nous allons habiter, que nous habitons, que nous portons, ou que nous sommes, et qui va complètement, qui a la potentialité révolutionnaire de changer le système. Alors après, faut pas. Il y a d'autres figures comme ça. Là, on parlait justement du cyborg comme peur, qui génère la peur de la révolte esclave, mais il y a d'autres figures classiques, évidemment, le zombie, et vous avez une articulation aussi, en fait, aussi avec la figure du zombie, qui serait une sorte de figuration ultra, qui est dans une forme d'ancrage dans la chair, dans la vie et la mort, dans la naturalité, mais quelque chose de sale, de glauque, mais qui représente un peu tout ce que les bas-fonds, en fait, de l'organique, qui revient de terre, mais qui est aussi une figure, évidemment, de la mythologie des révoltes des minorités raciales aux États-Unis. Et paradoxalement, vous avez aussi le cyborg, qui lui est le pendant technologique, en fait, du zombie. Mais les deux, quand on retrouve... on a dans les textes, dans certains textes, en fait, on a une hybridité complète des deux aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre micro qui traîne ? Oui, il est bon là, celui-ci. Il marche ? Ouais, je vous laisse. Merci. Oui, je pense que Mehdi Derfoufi va peut-être en dire deux mots aussi de la représentation. On retrouve aussi, je pense, cette représentation dans les jeux vidéo, notamment. Si vous avez des questions dans la salle, je vous passe le micro. Oui. Bonjour. Je voulais que vous reveniez, si possible, sur l'impossibilité de se définir et l'impossibilité de trouver une identité qui est affirmée par Haraway. Et parce que je n'ai pas très bien compris si c'était l'impossibilité de trouver une identité pure et de se définir de façon juste comme étant naturelle ou juste comme étant un produit de la technologie, ou est-ce que c'était un refus total de l'identité, même lorsqu'il est mixte. Je vous pose cette question parce que j'ai l'impression que ça a quelques conséquences sur les façons dont on lutte après pour les revendications sociales qu'on pose. Et notamment, c'est ce que Spivak elle indique dans son article avec le concept d'identité stratégique, ou encore du débat qu'il y a entre l'autonomie en Italie pendant les années 70, entre l'autonomie et puis le féminisme différentialiste de la librairie des femmes de Milan. Et du coup, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Merci. Dans le manifeste cyborg, en fait, il n'y a pas. Haraway considère que l'identité, c'est même une identité plurielle ou même une identité
est problématique. Donc, elle le fait en fait en mobilisant d'abord tout le féminisme, les références au féminisme Chicana. D'abord, il y a vraiment l'idée, quand elle emprunte ce concept de conscience oppositionnelle, elle préfère la conscience oppositionnelle à l'identité, par exemple. Voilà. Je ne réponds pas à la question « qui suis-je ?» Je prends acte de l'ensemble des antagonismes, des rapports de pouvoir, des antagonismes, des héritages, des tensions, des oppositions, des figurations qui me constituent ici et maintenant dans une forme d'ouverture, en fait, dans une forme de... Il n'y a jamais de clôture de ce que je suis. Je ne peux jamais répondre au fond à la question qui je suis. Et pour Donna Haraway, dans une certaine mesure, aujourd'hui, nous ne pouvons plus répondre à cette question « qui es-tu » ? Enfin, qui suis-je ? Et ça, c'est hyper intéressant parce que la conscience oppositionnelle, c'est l'idée d'accepter aussi la conflictualité. Et à partir du moment où on accepte la conflictualité en nous, c'est pour ça que la figure du métis, de la métisse, elle est très intéressante, puisque il est impossible de se définir. Même dans une identité plurielle, c'est impossible. Strictement impossible. La seule chose, par contre, c'est que c'est ce que dit Haraway et ce qu'elle emprunte encore au féminisme métis, cette idée du féminisme de la métisse, c'est la seule chose que je peux faire, c'est de me positionner par rapport à la négative, par rapport à des identités. Je ne suis pas, 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 je ne suis pas. Ou je ne suis pas que, je ne suis pas que, je ne suis pas que, je ne suis pas que. Or, pour Haraway, il est nécessaire aussi d'avoir une forme de positivité au sens... et donc d'aller plutôt dans la conscience oppositionnelle. Je suis plusieurs, donc en fait, je peux faire coalition avec d'autres, en fait, parce que nous sommes plusieurs. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Il n'y a pas de politique de l'identité, il n'y a pas de nous, il y a des coalitions. Et c'est hyper... Il y a un autre exemple que je trouve, une autre figure qui est très importante, c'est quand on regarde, par exemple, du côté de la culture hip-hop africaine-américaine, féministe. Je revoyais justement pour ce soir Missy Elliott et l'ensemble des clips de Missy Elliott. I'm a Bitch, regardez ce clip qui est absolument extraordinaire en termes de figuration afrofuturiste et qui reprend la figure de l'assignation à cette identité de chienne, de sale pute, etc., qui est une façon dans... et la culture hip-hop, mais aussi dans la réflexion du féminisme africain-américain. C'est l'héritage de l'assignation des femmes africaines-américaines à des objets hypersexualisés, etc. Donc, elle reprend tout cet héritage et elle reprend cette identité bitch, mais pour la faire complètement exploser, pour la faire porteuse d'une histoire, porteuse d'un futur. Parce qu'en fait, dans le clip, elle est complètement dans une... Enfin voilà, elle est complètement mutante. C'est une mutante. Donc vous avez, comme ça, dans la culture contemporaine, cette idée de il n'y a pas d'identité. Enfin, je veux dire, la mutation, voilà, la conscience éclatée, et plutôt ça. Bon, en fait, je crois que je me considère comme un cyborg. Donc, du coup, je voulais un peu intervenir, mais de manière contemporaine, peut-être, en dehors du manifeste cyborg. Mais en même temps, il y a des liens concernant la conscience oppositionnelle et de la question. Peut-être pour revenir à la question de tout à l'heure qui concernait l'identité, qu'il n'y a pas d'identité pour un cyborg. Et je crois que ça fait assez écho à ce que je suis par rapport au fait que dans mon travail, parce que moi j'ai pas de référence, mais par rapport à la question d'identité, pour moi qui est aussi lié à mon handicap auditif, le fait que mon handicap ne soit invisible alors qu'il est très présent, et le fait que mon oreille soit complètement bionique et donc du coup ouvre à des possibilités complètement à tous les possibles.
Mais comme c'est un sens, enfin Louis c'est un sens, donc du coup c'est un sens qui ne peut pas qui ne peut pas se reconstruire en fait. Donc, du coup il y a ce fait de paradoxe entre une précision où quand je ferme les yeux je peux entendre une feuille tomber et en même temps je suis incapable d'entendre quand on est en groupe ou etc. Et justement dans mon travail il y a aussi la question de la reconstruction de Louis et cette obsession d'y parvenir et de la représentation de mon corps qui n'est pas de mon corps qui est identifié comme noir, mais en même temps qui n'est pas forcément genré et qui n'est pas forcément on ne sait pas forcément que c'est moi et oui, vous parliez du clip de Missy Elliott, où avec des figures mutantes. Je pense que quelque part, il y a de ça dans mon travail, dans le sens où ça passe par la musique aussi, par le son et, euh, et par la musique où je reprends des chansons de la culture populaire en fait. Et de comment en fait on crée un lien avec les entendants par rapport à cet handicap, par rapport à cette invisibilisation que je me trouve justement, qui se trouve aussi par rapport à mon sexe, par rapport à ma condition noire, peut-être au fait que je sois aussi séropauvre. Enfin, il y a plusieurs catégories qui se retrouvent, comme vous avez dit, du fait de cette femme noire qui se dit, mais est-ce que je suis une femme en fait? Parce que justement, elle ne correspond pas à la femme blanche, bourgeoise, à cette domination en fait. Et comment on arrive à trouver sa place en fait. Mais voilà, c'était juste... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pourriez donner plus de précision par rapport à la définition du métissage? Si on prend... donc vous avez parlé des auteurs Chicana, et c'était dans le cadre américain. Mais qu'est-ce que cette idée, quelle définition vous donneriez du métissage dans le contexte américain, et en quoi est-ce qu'il serait applicable à la situation française? Est-ce que vous pourriez faire une sorte de traduction de la manière dont métissage dans ce féminisme des années de la fin du milieu et de la fin des années 80 peut correspondre à l'idée que l'on se fait en France à l'heure actuelle du métissage? Ouais, la conscience métisse, c'est Thierry Moraga et Gloria Andalzoa. Donc c'est tout le féminisme chicana. Et il y avait vraiment... elles partent de la situation métisse au sens notamment des femmes qui sont américano-mexicaines et qui sont aussi à la frontière, par exemple, des États-Unis et du Mexique, et qui sont... Ouais. Excusez-moi, j'ai probablement manqué de clarté dans ma question. C'était, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, le terme métissage n'existe pas. En tout cas, le métis n'existe pas au sens, dans la langue française. Être un métis ou parler de métissage, ça fait partie du langage courant, du vernaculaire, etc. Alors qu'aux États-Unis, si je ne me trompe pas, même si dans le français, on a il y a différents degrés de catégorisation des couleurs de peau
que ce soit dans les Antilles françaises ou ailleurs. Aux États-Unis, il y a aussi la notion de quarteron, octavon, etc. Mais je crois qu'il y a aussi le terme half caste, etc. Donc c'était plutôt dans comment est-ce que l'on applique cette... j'entends bien que oui. Les Mexiques... qu'à la frontière des États-Unis, entre le Mexique, etc., elles ont essayé d'apporter une façon de penser autre, mais est-ce que ça correspond à l'idée? Ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut faire un lit? Ouais. Non, mais je crois que j'avais bien compris. C'est peut-être moi qui ai mal répondu. Mais c'est vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'elles ont... En fait, c'est parti dans le féminisme, et c'est vraiment une notion apportée par les féminismes Chicana, la notion de métisse, conscience métisse. Et c'est parce que c'est à la fois la question de la langue, c'est la question de la frontière, c'est la question d'être toujours entre les deux, c'est la question d'être à la fois ça et pas ça, d'être à la fois là et de ne pas pouvoir être là, ici, etc. C'est vraiment... Et dans le féminisme africain-américain, du coup, on va plutôt avoir, et d'ailleurs en dialogue avec le féminisme chicana, on va plutôt avoir la notion évidemment de femme de couleur, et cette idée de coalition, en fait, qui ne reprend pas l'idée de conscience métisse, mais qui part de cette condition inassignable en termes identitaires, et qui va essayer de produire en fait une pensée à partir de là. Mais ce que j'essayais de dire par la métisse, c'était vraiment l'idée de conscience double, conscience toujours en dualité, conscience toujours en tension entre deux, etc. Ce qu'on peut retrouver par exemple chez Du Bois aux États-Unis, avec la question de la double conscience, par exemple. Mais transposer ça, par exemple dans le contexte français, où on a toute une idéologie du métissage qui est liée... pas tellement à la période de l'esclavage, d'ailleurs, où il y a plutôt une sorte de taxinomie chromatique, comme vous l'avez dit, des individus, et plutôt des politiques de répression, évidemment, par rapport à tout ce qui concernait les enfants issus d'unions forcées, la plupart du temps, évidemment, entre des hommes blancs et des femmes esclaves. Mais c'est vraiment la colonisation, et notamment les Saint-Simoniens, qui vont apporter cette idée d'un métissage qui serait une sorte de bienveillant pour la République, de déploiement de la République, qui va renforcer la République, finalement se mélanger avec les populations arabes, s'intégrer, apprendre la langue, produire du métissage, ça va venir régénérer la France, etc. Donc il y a toute une forme de mixophilie dans les idéologies coloniales. Il y a une mixophobie, mais il y a tout aussi une tradition mixophile qu'on va retrouver dans le mythe d'une nation métisse, etc. Après, par rapport, moi, l'usage politique, je pense, qui est le plus à même d'être transposé, il passe, à mon sens, mais voilà, c'est plutôt par glissant, et la question de l'hybridité, le discours antillais sur cette idée de toute la réflexion à partir de la situation créole sur justement une non-identité, mais une poétique de l'hybridité. Et tout le reproche finalement qu'on peut faire, et à Glissant, mais aussi finalement à Haraway à la fin, lorsqu'elle a elle conclut sur cette poétique de la non-assignation identitaire de cette figure du cyborg, c'est quid du politique, c'est-à-dire on fait quoi du coup concrètement. Voilà. Mais je ne sais pas si ça... Oui, donc en fait, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ces choses en bas de l'image, merci Emma d'essayer. On fait des tests de transcription en direct des conférences avec les moyens du bord. Merci beaucoup Elsa Dorlin. Ah merde. Pardon, c'est juste qu'on est déjà très 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 en retard sur notre compteur. Merci. Très rapidement.
Je travaille en ce moment sur une figure cyborg Google, et donc une figure déchue, ou du moins martyr de la Révolution. Et je suis du coup intéressée par le paradoxe que ça crée de créer une figure cyborg africaine, et Google, par ailleurs. Donc, par rapport au paradoxe que vous exposiez tout à l'heure, en rapport des cyborgs produits du capitalisme, mais aussi cette identité qui produit, en tout cas, qui produit une pensée révolutionnaire aussi. Oui, mais du coup, je trouve ça passionnant. Mais après, avec cette idée, encore une fois, qu'il n'y a pas de position d'extériorité par rapport aux cyborgs. Ah ouais, nous sommes cyborgs. C'est notre c'est notre être là. Nous sommes déjà cyborgs. Voilà. Et finalement, si vous voulez, ça reprend cette idée. Elle le dit bien dans le manifeste. En fait, nous sommes tous cyborgs aujourd'hui, mais auparavant, finalement, c'est seulement certaines catégories qui étaient mutants. Moi, je parlais dans mes travaux de mutation, de mutants, de mutation de genre, etc. Des mutants. Certaines catégories étaient déjà dans des produits comme des mutants. Aujourd'hui, ça s'est généralisé. De la même façon, si vous voulez, que dans, par exemple, la pensée d'un auteur comme Achille Mbembe, qui est très justement intéressé par l'afrofuturisme. À la fois, il fait une analyse du devenir nègre de l'humanité, c'est-à-dire de la réduction de désormais l'ensemble de l'humanité à une condition nègre, c'est-à-dire une condition d'exploitation, de déshumanisation, d'absolue hétéronomie, d'exposition au risque de mort, etc., en faisant une généalogie par rapport à l'esclavage. Cette idée du devenir nègre, c'est pas pour effacer les hiérarchies et la question du racisme chez Mbembe, c'est pour penser en fait le devenir de nos conditions matérielles d'existence. Et en même temps, c'est précisément le paradoxe, c'est que c'est précisément justement dans l'afrofuturisme, c'est-à-dire dans une généalogie qui depuis longtemps a appris à se figurer un possible en dehors des catégories et des bornes de l'humanité, que quelque chose comme une projection, une politique s'incarne en fait.